La première de ces conférences, donc avant de présenter rapidement avec Fabien, donc je suis avec Fabien, qui est aussi administrateur du Club de la Presse, et qui a monté avec moi ce projet. Donc je vais vous présenter rapidement les deux autres conférences. Donc la deuxième conférence, c'est le jeudi 30 novembre, et sur l'idée, la thématique de Flaubert, outils de promotion régionale. Est-ce que les collectivités, ou est-ce que plus généralement, la Normandie a raison de supporter et de créer des événements autour de ces grands noms, ou au contraire, est-ce qu'elle ne pourrait pas privilégier plutôt ces talents nouveaux? Est-ce qu'on peut faire l'un et l'autre? Est-ce qu'il faut privilégier ces écrivains et continuer à le faire au niveau patrimonial? Donc c'est une question qu'on fera donc réfléchir avec un universitaire qui s'appelle David Michon et qui est un spécialiste notamment de cette question à l'université de Bourgogne. Donc il viendra nous présenter ses travaux dans ce domaine-là. Et il sera donc à ses côtés. Donc on aura la chance d'avoir certainement le président du département de Seine-Maritime, Bertrand Bélanger, et également donc Catherine Morin-Desailly, la conseillère régionale et également sénatrice. Et donc le 13 janvier ensuite, le troisième rendez-vous, ça sera qu'on a intitulé « Dans les pas de Flaubert, écrivain en Normandie aujourd'hui ». L'idée, c'est de savoir donc aujourd'hui, quand on est écrivain, est-ce qu'on peut vivre en Normandie, comment on fait, est-ce qu'on se sert également du patrimoine justement ou de ces grandes figures pour les faire résonner. Et donc on aura notamment comme écrivain un ou deux, ou même plus certainement deux, du collectif Barack Walden, qui a travaillé notamment sur un projet autour des tweets dans le style de Flaubert, et également donc Michel Bussy, qui nous fera le plaisir d'être là, et également donc un représentant de Normandie Livre. Voilà, donc pour faire bref, donc c'est pour vous dire que c'est donc un premier rendez-vous qui s'inscrit dans une logique plus globale. Et donc aujourd'hui, pour ce premier rendez-vous, c'est moi qui souhaitais commencer par les métiers de la presse. Donc le rendez-vous est intitulé Flaubert, une plume contre la presse, et on va successivement donc s'intéresser à trois choses. Flaubert et la presse, c'est-à-dire quel était le regard de Flaubert sur la presse. Il est plutôt acide, on va dire. Ensuite, la presse dans Flaubert, comment Flaubert donc justement a parlé de la presse dans le centre de son œuvre, et comment il a inscrit donc des personnages de journalistes ou de correspondants dans ses œuvres. Et enfin, la presse et Flaubert. Et donc la presse et Flaubert, c'est-à-dire comment la presse de l'époque a traité les œuvres de Flaubert et quels étaient les rapports entre les deux. Voilà donc une façon brève. Donc on va faire résonner ces sujets donc avec nos deux invités. Et évidemment, après, donc, on vous laissera une place pour les questions en fin d'intervention. Donc je vais laisser maintenant Fabien nous présenter nos deux invités qui ont eu... Oui, bonsoir à tous, merci Thierry. Oui, effectivement, deux invités, Joël Robert, Guy Pessiot. Joël Robert était professeur dans l'enseignement secondaire, j'ai lu une fiche. Vous êtes chercheuse associée au Centre Flaubert, laboratoire Cérédi, Centre d'études et de recherche édité et interprété, pour être très précis, au sein de l'Université de Rouen. Auteur d'articles de plusieurs revues sur Flaubert, enfin d'articles dans des revues sur Flaubert, et vous avez contribué notamment au tome 5 de la correspondance, à la Pléiade chez Gallimard. Guy Pessiot, historien local, éditeur régional, ancien élu local, ancien président de l'Office de tourisme, chacun connaît pour cela, auteur d'ouvrages, d'images et d'histoires qui parlent au grand public. Commençons par le commencement. Flaubert et la presse à son époque, Guy Pessiot. Mais que lisait-il? Et du coup, quel était le panorama de la presse à cette époque-là? Si vous permettez, je voudrais faire peut-être une petite déclaration liminaire. Dire simplement que je suis là, mais je suis à côté vraiment une spécialiste de Flaubert. Moi, je ne suis qu'un amateur, donc qui a été présidente des Amis de Flaubert et de Maupassant pendant des années, qui écrit articles et livres chaque année. Et moi, je suis que depuis 10 ans dans le club passionnant des Amis de Flaubert et de Maupassant. Je suis un lecteur depuis toujours de Flaubert et j'ai toujours un tome de la correspondance sur ma table de chevet, mais effectivement, bien que j'ai déjà commis quelques articles dans la belle revue, les beaux cahiers des Amis de Flaubert et de Maupassant, que je vous encourage à lire, et aussi organiser une ou deux journées d'études, je suis surtout là peut-être
pour remplacer un autre grand spécialiste de Flaubert et la presse, qui est Yvan Leclerc, qui est retenu, parce qu'avec ce bicentenaire de Flaubert, on a labellisé 220 manifestations, mais finalement, il y en a plus de 500, un peu en France et à l'étranger. Et bien sûr, la personne qui est la plus invitée actuellement, c'est Yvan Leclerc. Il fait du théâtre ce soir, il sera demain au Sénat où il parlera de Flaubert et de la politique. Donc vous voyez, il a un agenda très chargé. Donc j'essaierai de le remplacer. Voilà. Donc je vous laisse poser la question. C'était sur... Quelle presse lisait Flaubert? Alors, et du coup, quel était le panorama de la presse, en plus dans un contexte bouillonnant où le métier de journaliste se professionnalisait? Bien sûr. Mais lui, très jeune paraît-il. Ah oui, oui, tout à fait. Mais vous savez, si vous lisez sa correspondance, il dit à plusieurs reprises « Je ne lis pas la presse, je reste seul, comme un ours là sur mon glaçon, un ours blanc sur mon glaçon, à croisser, etc. » Mais il ne faut pas le croire au pied de la lettre, parce que effectivement, il avait des périodes où il ne lisait pas la presse. C'était le moment où il écrivait. Donc là, ces moments-là, effectivement, il n'aimait pas trop être dérangé. Il était dans sa thébaïde de Croisset. Bon. Mais le reste du temps, il était au contraire très friand de la presse, qui est le grand événement du XIXe siècle. Hein. La presse a connu une formidable évolution entre le début du siècle et le fin de siècle. Sans ne prendre que les journaux de province que j'ai étudiés un petit peu, on n'a qu'une centaine de journaux de province à peu près au moment du Directoire. Enfin, et puis ensuite, il y en a 1200 à la mort de Flaubert. Donc vous voyez, entre moins d'une centaine et 1200, il y a une multiplication des journaux avec des hauts et des bas, parce que bien sûr, tout le XIXe siècle est coupé de moments de révolution, de changement de politique, etc., etc. Et ça entraîne une surveillance étroite de la presse avec des interdictions. Et il faut attendre. Bon, il y a eu sous Napoléon III un début de libéralisation, et puis surtout les lois de la presse, de liberté de la presse de 81, pour avoir une plus grande liberté. Donc il y a énormément de titres qui ont pu passer sous les yeux de Flaubert. Et d'ailleurs, je n'en veux pour preuve que si vous lisez bien la correspondance, c'est quasiment ce dont il parle le plus, c'est des articles qu'il a pu lire ici ou là. Alors que lisait-il? Alors il y a plusieurs façons de lire. On peut être abonné, on peut l'acheter, c'est un marchand de journaux, un kiosque. Alors les marchands de journaux se développent en France avec à peu près le train, à peu près, même s'il y a des cabines de lecture avant, s'il y a des libraires avant, mais on commence à acheter par exemple son journal à la gare de Rouen dès 1840. À la gare de Rouen-Rive-Gauche dès 1843, et on peut aussi recevoir des articles, des numéros comme ça, et on voit que Flaubert est toujours à la recherche, notamment à partir de 56, à partir de l'apparition de Madame Bovary, il est à la recherche des numéros de la presse où on parle de lui, et il a beaucoup d'amis qui alors donc, on est à peu près sûr qu'il était abonné à la Revue des Deux Mondes, qui est la grande revue prestigieuse de son temps, créée par François Bulloz, qui était son aîné de 15 ans, et ils ne se sont jamais très bien entendus. Je pense qu'on y reviendra, parce que la Revue des Deux Mondes joue un rôle très important pour Flaubert. Sur le plan national, bien sûr, et je pense que Joël en parlera, il a aussi, bien sûr, participé à l'aventure de la Revue de Paris, surtout quand elle a été reprise en 1951 par Maxime Ducamp et par Théophile Gautier. Et puis, il a lu Le Siècle, le Journal des débats, Le Moniteur. Bon, voilà, il n'y a pas beaucoup de titres qu'on ne retrouve pas dans peut-être l'Illustration. Il le dit même qu'il n'est pas abonné, qu'il ne lit pas ce journal, et ça montre aussi qu'il ne s'intéressait pas aux images. Hein, et il était contre la photo, contre les illustrations, et il ne lisait pas l'illustration. Ce qu'il faut peut-être préciser, c'est qui sont ceux qui écrivent dans les journaux, parce que ce ne sont pas des journalistes tels qu'on l'entend aujourd'hui. Alors, bon, là, par exemple, si on prend la revue des Deux Mondes, tout le monde a écrit dans la Revue des Deux Mondes, enfin des grands, de Balzac à Georges Sand, de Hugo à Michelet, Théophile Gautier, et puis Maxime Ducamp, après la Revue de Paris, enfin bref. Enfin bon, là, on anticipe sur la suite, parce qu'effectivement, il dit je n'écrirai jamais dans un journal,
fût-ce dans la Revue des Deux Mondes. Hein. Et donc la Revue des Deux Mondes, il a considéré, et à mon avis, enfin voilà, on arrive peut-être presque à des conclusions, parce qu'il y a ce que dit Flaubert et ce qu'il fait. Je pense que s'il avait été, si on l'avait invité à écrire dans la Revue des Deux Mondes, il l'aurait fait, mais il ne s'est jamais entendu avec Bulloz. Bon, ça c'est un... il faut aussi parler de la presse rouennaise. Hein. Alors la presse rouennaise, au milieu du XIXe siècle, elle ne ressemblait pas du tout à la presse d'aujourd'hui. En fait, elle était au 4-5e une presse qui reprenait les dépêches nationales. Hein. La partie locale était relativement modeste, hein, vraiment, vraiment modeste. Alors on sait, ça on l'est sûr, parce qu'il le cite souvent dans sa correspondance, il prend son petit déjeuner avec le journal de Rouen. Ça, on le sait. Avant, et Joël, c'est sa période, et notamment, elle vient d'organiser une exposition sur Flaubert collégien. Bon, quand il était collégien, il a lu la revue de Rouen de son professeur. Il parlait de collégien, mais c'était même beaucoup plus avant. Ah oui, bah, depuis toujours, il était il a commencé à écrire très tôt et il lisait la presse, même enfant, effectivement. C'est étonnant, Hein? C'est étonnant, à l'époque. Je laisse éventuellement ma voisine. Je pense que s'il a justement critiqué beaucoup la presse, c'est parce qu'il la connaît très très bien. Et il l'a vraiment lu enfant, adolescent. On pense par exemple, pour le premier écrit qu'on a de Flaubert, c'est un texte qu'il offre à sa mère pour sa fête, Louis XIII, ça s'appelle Louis XIII, et c'est une page seulement où il raconte la prise de pouvoir de Louis XIII par un assassinat. Et ça, alors pourquoi prendre ça? C'est l'assassinat de Consigny, le maréchal d'Ancre, et certainement parce qu'il a lu dans le bas du journal des débats le récit de la pièce de Alfred de Vigny qui est jouée à ce moment-là à Paris. Il suit beaucoup les théâtres, énormément le théâtre. Ses parents l'emmènent beaucoup au théâtre. Quand ils vont à Paris, ils vont toujours au théâtre. Donc, il suit ce qui paraît sur le plan dramatique. Et quand il a même 13 ans, il va faire un petit journal lui-même au Collège Royal. Et il va, à la dernière page, avoir toute une rubrique sur les théâtres de Rouen et les théâtres de Paris. Donc il est très au courant de ce qui se joue sur le plan des théâtres et qu'on trouve dans les journaux, par exemple. Et juste aussi pour terminer, mais à 15 ans, il va publier quand même dans le Colibri 2 textes, et ce sont les 2 seules publications qu'il fait des œuvres de jeunesse. Il publie un conte qui s'appelle Bibliomanie et un autre qui s'appelle Une leçon d'histoire naturelle, genre commis. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce sont 2 textes totalement opposés. L'un est totalement fantastique, qui prend la figure du bibliothèque maniaque, qui va jusqu'au crime parce qu'il veut récupérer un livre unique de la Bible qu'il a vendu, donc il peut tuer. Et puis, alors ça, c'est Bibliomanie, c'est du romantisme noir et tout à fait fantastique. Et puis l'autre, au contraire, Une leçon d'histoire naturelle, genre commis, c'est un texte satirique, caricatural, très réaliste et qui, par bien des aspects, annonce Bouvard et Pécuchet de la fin. Donc, le jeune Flaubert est certainement assez au courant de la presse. Alors, donc Guy, est-ce que tu pourrais nous faire un petit florilège de la façon dont Flaubert parle des journaux et des journalistes? Alors, moi, je vais retenir juste une citation qui est de circonstance. Il écrivait, c'est dans sa correspondance avec Louis Collet encore. Bouillet va s'occuper des journaux de Rouen, ce sont des brutes, ce sont des ânes. Faire un article sérieux dans une de ses feuilles, c'est du temps perdu de toute façon. Est-ce qu'on lit à Rouen? Donc voilà, c'était quand même assez terrible. Si vous voulez, j'ai préparé un petit florilège de tout ce qu'il a pu dire sur la presse. Et effectivement,
il est très, très critique. Alors, je pense qu'il faut tout de suite voir pourquoi il est critique, hein, même s'il est passionné, mais c'est parce que, contrairement aux journalistes moyens, il a l'argent, hein, la fortune familiale lui suffit jusqu'à quasiment quelques années avant sa mort, où il a des problèmes avec sa nièce, où là, bon, mais sinon, il vit très à l'aise, hein, très à l'aise. Donc, il n'a pas besoin de faire des piges ou de courir après une rémunération. Il a son temps. Hein, il met 5 ans pour faire un roman. Donc, il ne connaît pas du tout le rythme du journalisme. D'ailleurs, certains, comme Dumas ou Daudet ou Zola, vont lui reprocher, vont dire qu'il a un style un peu dur, un peu lourd, parce que c'est pas fluide, on sent pas la spontanéité du journaliste, justement, qui écrit plus vite, etc., etc. Et puis surtout, il dit ce qu'il veut, il est libre. Alors que, bien sûr, les journalistes présents savent bien que dans un journal, il y a qu'une chose qu'on ne doit pas ne pas dire, elle est contre le tyran qui dirige les... Enfin, le tyran, c'est lui qui parlait des directeurs de presse, qui dirige le journal. Bon, voilà. Mais, donc, il avait ces qualités-là, donc il l'a fait beaucoup toute sa vie, et surtout avant de publier Madame Bovary. Alors, voilà un petit florilège. Alors, donc, la question du temps pour écrire, lui il critique la vitesse d'écriture, l'éphémère. J'ai un dégoût profond du journal, c'est-à-dire de l'éphémère, du passage de ce qui est important aujourd'hui et qui ne le sera pas demain. Ça, c'est Louis Collet, 46. À Maupassant, à 80. Toutes les fois qu'on a affaire à la presse, il faut s'attendre à des sottises. Se presser étant le seul principe de ces messieurs. Lui, il préfère le passé à l'actualité. Je le cite. « Je sympathise peut-être mieux aux misères des disparus, aux peuples morts, auxquels personne ne pense maintenant. » Il dit que c'est l'argent qui mène la presse. Ce ne sont que des boutiques. Elle est corrompue. À Louis Collier en 53. « Toutes les revues du monde ont eu l'intention d'être vertueuses. Aucune ne l'a été. » Toujours à Louis Collier. « Toutes les revues existantes sont d'infâmes putains qui font les coquettes. » Ou enfin, « Le journal est une boutique et la question de l'achalandage finit tôt ou tard par dominer toutes les autres. » C'est d'actualité, ça. Parce que si on a mis sur la une d'un journal local une maire de l'agglomération, c'est pour faire vendre du papier, hein, sans savoir si elle était simplement conviée à témoigner, et on l'a tout de suite on l'a étalée comme si elle était vraiment... je trouve que c'est pas normal de présenter les choses comme ça, et puis ensuite de se dédouaner en mettant à la fin, après avoir fait plusieurs unes, et mettant à la fin, et bien sûr, elle est considérée jusqu'alors comme innocente. On parle toujours de Flaubert, là. Enfin, non, ça c'est la phrase de Flaubert qui me fait penser à certaines unes en ce moment, où vraiment vous auriez pu vous en passer. Enfin, alors, et Flaubert, tu en parles un petit peu, déconseille à ses amis d'être journalistes. Donc, par exemple, à Théophile Gautier, il lui dit que le journalisme gâte le talent. À Amélie Bosquet, qui l'interroge en 64, qui voudrait écrire pour le journal de Rouen, « Vous êtes donc entré dans ce papier, ce journal, dont j'exècre le ton bourgeois et les tendances rétrogrades. » Il conseille à son disciple Maupassant de s'écarter des journaux. Ils sont par essence hostiles à toute personnalité, un peu au-dessus des autres. Et encore en 1858, le journalisme ne nous mène à rien qu'à nous empêcher de faire de longues œuvres, de longues études. Prenez garde à lui. Je connais des gens de génie devenus des bêtes de somme. Voilà un petit peu un petit florilège, mais il y en aurait bien d'autres. On en dira peut-être d'autres dans le courant de la soirée. Donc, il était très, très hostile. Il professait beaucoup de haine, on peut dire, mais c'était
il n'y avait pas que sur les journalistes, c'était un petit peu son caractère. C'était son style, mais là, le florilège, il est éloquent. Mais pourquoi tant de haine? Il faut savoir pourquoi. Alors peut-être, Joël Robert, vous pouvez répondre un petit peu. C'est de la jalousie, bon, il y a l'opposition vis-à-vis de ce que lui considère fondamentalement, c'est l'art, et un travail acharné sur l'écriture. Le journalisme, ça n'est pas ça. Et la stigmatisation de la bourgeoisie à l'époque, dont il faisait partie aussi par ailleurs. Enfin voilà, autant de pistes, mais pourquoi? Oui, alors moi je suis un peu gênée quand même par le terme haine pour parler de ce qui est en fait un choix quand même, un choix éthique et un choix esthétique de Flaubert et d'un projet d'écrivain. On le voit très bien, par exemple, mais bon, on peut expliquer la violence de ce vocabulaire si on regarde, par exemple, la brouille qui va surgir entre Maxime Ducamp et Flaubert au retour d'Orient. Maxime Ducamp, ils viennent de faire un voyage de 18 mois où ils s'entendaient quand même bien. Pour rappel, c'est son ami. Oui. Ils sont partis ils sont jeunes. Hein. Oui, c'est en 49, donc ils ont 28 ans, 27 ans. Et ce Maxime Ducamp donc, a été un écrivain, lui aussi. Il est oublié aujourd'hui, mais il a beaucoup écrit au XIXe siècle. Et alors, donc, quand il rentre en 51, Maxime Ducamp décide de racheter la Revue de Paris. Et comme il la rachète avec Théophile Gautier, avec Cormenin, et il veut attirer Flaubert à Paris et attirer Bouillet à Paris pour qu'il fasse tourner la revue en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il donne des articles pour cette revue. Et là, Flaubert justement résiste complètement. Et il reste de ces échanges, il reste 4 lettres qui sont très importantes pour un peu mieux comprendre ce qui se passe entre Flaubert et Ducamp. Donc on l'a dit, Flaubert fait de l'art pur, comme il dit. Ce sont ses mots, c'est-à-dire il pose l'art comme un absolu, et l'art doit être autonome par rapport à l'artiste et surtout par rapport à la demande sociale. On ne fait pas de l'art pour quelque chose. Il n'y a pas de finalité extérieure pour Flaubert, et d'ailleurs, il n'en attend rien, il n'attend pas d'argent, il n'a pas besoin du succès, et il ne désire même pas publier. Donc, ce qu'il veut, c'est faire de l'art. Et Maxime Ducamp, lui, je vais commencer à vous lire un petit peu la lettre qu'il envoie à Flaubert pour essayer de le décider. Il dit « Puisque j'ai commencé, puisque je veux arriver, je ne faillirai pas à mon but. Je suis parti, bon voyage. Mes pistolets sont dans ma poche. J'ai longtemps étudié la carte de la route et malheur à qui m'arrête. Je sais que c'est un jeu terrible que je joue. Ma vie est sur la table. C'est à moi de la gagner. Te souviens-tu du mot de Rastignac dans le Père Goriot? Ce qu'il a dit en grand, je l'ai dit en petit. À nous deux maintenant. Je tiens enfin quelque chose. J'ai un centre d'activité sur lequel je puis muser. Je peux répandre à mon aise le flot de vitalité qui me déborde. J'ai une lutte sérieuse à soutenir, une victoire de vie ou de mort à remporter. Il faut, dans le renouvellement littéraire qui se prépare, que je sois capitaine et non pas soldat. Il y a un mois, j'étais inquiet, tourmenté, j'avais peur enfin. Aujourd'hui, je suis ferme et rassurée. J'ai gagné ma première bataille, j'ai travaillé, j'ai surtout fait travailler sous mes ordres, et j'ai réussi à faire sauter du premier coup cette citadelle dont je fais le siège lentement et silencieusement depuis 1847. Donc là, il présente un peu un bilan et un programme. Et ce qu'on voit, c'est que Maxime Ducamp exerce la littérature comme une profession dont il attend du pouvoir, de l'argent, une promotion, enfin du succès, une reconnaissance sociale, et qui viendra d'ailleurs après avec la Croix, l'Académie française. Et il y a donc des défauts qui vont gêner Flaubert dans tout cela. Alors, d'abord, c'est l'arrivisme de Ducamp. On a vu qu'avec ce qu'on vient de lire, il file la métaphore guerrière, la métaphore
du voyageur armé, etc., et tout, du soldat. Donc le champ littéraire, on peut dire, est un terrain de manœuvre pour lui. Et donc il va s'y jeter à corps perdu, comme après il va se jeter, par exemple, aux côtés de Garibaldi pour faire l'unité italienne. Ça rappelle un peu la distinction que font les frères Goncourt quand ils parlent justement d'un côté des écrivains et de l'autre les hommes de lettres qui vendent leurs plumes aux plus offrants. Donc c'est un peu cette distinction qui est un peu dans l'air du temps, en fait, avec des journaux où il y a beaucoup d'apprentis écrivains ou d'apprentis hommes politiques. C'est un peu une antichambre du pouvoir, que ce soit le pouvoir culturel ou le pouvoir politique. Oui, tout à fait. Et oui. Mais ce qu'il faut bien dire quand même, c'est que, par exemple, Zola, il a besoin d'écrire dans la presse, ou Gautier, il a besoin, parce qu'ils n'ont pas ce qu'a dit Guy tout à l'heure, c'est-à-dire les rentes de Flaubert. Flaubert et Maupassant également. Et Maupassant va écrire des chroniques pendant 10 ans aussi, beaucoup. Donc Flaubert est déchargé de cet aspect, mais on comprend, par exemple, Maxime Ducamp, il a hérité de ses parents parce qu'il est orphelin aussi, mais une petite somme, et donc il ne peut pas se passer de gagner sa vie. Hein. Donc ça c'est sûr. Alors il vilipende l'arrivisme de Ducamp, il vilipende surtout la précipitation, parce qu'on est toujours dans l'urgence quand il faut écrire, et ce qu'il n'aime pas, c'est que Ducamp place toujours la publication avant la composition. Et c'est ce que Flaubert, il voit une chute de l'art et une menace contre l'intégrité de l'artiste, quoi. Et donc, il fait des reproches aussi de médiocrité, c'est-à-dire que, par exemple, quand Ducamp va publier son conte Tagahor dans la Revue de Paris au début, il va censurer quelques mots. Par exemple, il va supprimer le mot urine. Et Flaubert est scandalisé parce qu'il fait des concessions au bon goût du public. Il prévient donc l'outrage aux bonnes mœurs, il normalise par exemple les comportements amoureux, donc il s'enlève l'originalité pour s'adapter au goût du public. Et donc finalement, Flaubert a une phrase très très dure pour Ducamp dans sa correspondance. Il met, il ne l'écrit pas à Ducamp quand même ça, tout se confond dans sa tête, femme, croix, art, botte, et pourvu que ça le pousse, c'est l'important. Donc ce qu'il montre, c'est que tout est moyen de parvenir, aussi bien les femmes sont un moyen que les autres valeurs minuscules comme les bottes. Il met tout au même niveau. Et c'est ça qu'il trouve dommage dans ce... Tandis que Flaubert, lui, sa lutte, ça va être la lutte contre les mots, la lutte contre les phrases. Et donc, ils sont à deux opposés de la conception de l'écrivain. Oui, Guy. Tout à fait d'accord, hein, bien entendu. Mais je pense que chez Flaubert, il faut peut-être aussi distinguer deux moments dans sa vie. Il est théoricien de l'art, et notamment de l'art d'écrire, et avec Louis Collet, avec Ducamp, etc., tous ses amis d'enfance. Et puis après, quand Madame Bovary paraît, là, il y a deux Flaubert finalement. Il y a un Flaubert, l'ermite de Croisset, et puis il y a un Flaubert qui va à Paris régulièrement. Et là, il fait un petit peu ce qu'il disait à Bouillet, parce que Bouillet était encore moins doué que lui encore pour faire des relations publiques. Il disait, mais vas-y, bouge-toi, va serrer des paluches, des mains, et puis dis du cher ami en tapant dans le dos, et puis voilà, tu vas discuter avec des gens que tu voudrais même pas avoir comme domestiques. Hein, voilà. Donc, et effectivement, il faut le reconnaître que quand il va sur Paris, il recherche la présence des journalistes, il veut bien sûr à la fois qu'on parle de son ami Bouillet, notamment
il le pousse, et puis un peu Louis Collet aussi, mais après, il est friand, il suit attentivement tout ce qui est écrit sur lui, etc., etc. Il va toujours critiquer la médiocrité, la rapidité, enfin, ce sera son leitmotiv toute sa vie, mais quand même, il est très ambivalent, il court après les journalistes tout en leur disant « pique-brand ». Oui, et ce qui est intéressant donc pour faire la transition avec la deuxième partie, c'est que cette haine, en fait, elle n'est pas stérile, c'est-à-dire qu'elle est aussi une source en fait de création littéraire, c'est qu'elle nourrit aussi en fait sa création, et c'est vrai que dans plusieurs de ses œuvres, on retrouve des caricatures, en tout cas des références à ce monde de la presse. Donc, est-ce que vous pouvez en parler un peu, Joël Robert? Oui, alors, enfin, oui, d'accord. Donc, par exemple, dans Madame Bovary, Oui. Il va présenter un journal. Oui. Ça marche plus? Si, c'est bon. D'accord. Ouais. Oui, il va présenter un journal qu'il appelle d'abord le journal de Rouen, et puis devant les cris de ses amis, devant Senard, Frédéric Baudry, lui dit c'est absolument impossible d'appeler dans un roman journal de Rouen comme dans le réel, comme dans la réalité. Donc là, il est très ennuyé pour son rythme, parce que ça lui casse sa phrase, et il va trouver le Fanal de Rouen. Donc le Fanal de Rouen va être le journal dont Homais est le correspondant. Et les articles du Fanal de Rouen vont ponctuer les différents événements qui arrivent à Yonville, par exemple les comices agricoles ou l'opération du Pied-Beau, ou à la fin la campagne de presse contre le malheureux mendiant aveugle que Homais va faire enfermer parce que sa pommade ne l'a pas guéri, aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de passages. Je vais juste montrer, vous lire un petit extrait, c'est amusant, quand les Bovary arrivent à Thaute, ils sont accueillis bien sûr par Homais, puisque Homais c'est un des notables de Yonville et qu'il se veut un homme de progrès. Il a d'ailleurs troqué son nom d'apothicaire pour celui plus moderne de pharmacien. Et bon, c'est un positiviste, un scientiste, et qui se targue d'appartenir à plusieurs sociétés savantes, mais bon, tout est très caricaturé. Alors, quand ils arrivent à Yonville, si madame veut me faire l'honneur, ça c'est Homais qui parle, d'en user, il parle de sa bibliothèque, dit le pharmacien qui venait d'entendre ces derniers mots. J'ai moi-même à sa disposition une bibliothèque composée des meilleurs auteurs, Voltaire, Rousseau, Delille, Walter Scott, l'écho des feuilletons, et je reçois de plus différentes feuilles périodiques, parmi lesquelles le Fanal de Rouen quotidiennement, ayant l'avantage d'en être le correspondant pour les circonscriptions de Buchy, Forges, Neufchâtel, Yonville et les alentours. Voilà. Donc, on voit, alors, Homais, c'est un demi-savant, on peut dire. Il a dans sa bibliothèque, certes, Voltaire et Rousseau, ce qui est quand même pas mal pour la campagne. Donc, c'est un demi-lettré, c'est-à-dire c'est quelqu'un à la fois qui défend beaucoup de valeurs du progrès, qui veut apporter la modernité dans le village, apporter le savoir aussi, mais il va en représenter aussi toutes les dérives possibles. Par exemple, il s'adonne illégalement à la médecine, et il va inciter Charles à enfreindre à son tour la loi en l'entraînant dans l'opération du Pied-Beau, parce que Charles n'est pas médecin, Charles n'est qu'officier de santé, c'est 2 années seulement d'études, et normalement il n'a pas le droit d'opérer. Donc il a toujours, le narrateur va toujours un peu ironiser sur lui. Il débite, par exemple, le discours des Lumières, mais il le débite souvent en cliché.
hein. Et surtout quand il mène son combat contre l'obscurantisme de l'Église dans ses joutes verbales avec Bournisien. C'est... Oui. Pardon, excusez-moi. D'ailleurs, je crois que cet épisode-là a été tiré d'ailleurs lui-même d'un fait divers qu'il a lu dans un journal de Rouen, je crois. L'histoire du médecin qui avait justement... Oui, oui. oui. De la mare, là. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que les journaux, oui, en fait, il les caricature, mais souvent, il prend des faits divers qui transforment et qui font en fait la base. la base de ce roman. Oui, c'est encore plus net dans le roman L'éducation sentimentale, hein, parce que il a énormément lu la presse pour écrire L'éducation sentimentale. Il s'y a pris à 2 fois d'ailleurs, et dans la 2e édition, celle de 69, il nous présente le héros donc du roman, Frédéric Moreau, qui ressemble par certains côtés à Hubert, Lucien de Rubempré, de Balzac, Les Illusions perdues. Donc on va avoir ces jours-ci, je crois que c'était aujourd'hui ou hier, la parution du film sur les illusions perdues. Il y a entre l'éducation sentimentale et les illusions perdues des points communs. Il met en scène plusieurs journalistes, dont Deslauriers, hein, qui est à la fois le double de Frédéric, mais aussi peut-être de Flaubert, qui est quelqu'un qui a besoin de puissance, qui a besoin de pouvoir, qui a besoin de vengeance aussi, et puis qui échoue dans ses projets. Et en face de lui, il y a Hussonnet, qui est un personnage un peu falot. Là, on est dans l'éducation sentimentale. Sentimentale. On peut revenir justement, du coup, présenter un petit peu le contexte historique. Et, alors, dans l'éducation sentimentale, la presse est présente. Il y a des journaux, des projets de journaux. C'est ça. Donc, on est dans un contexte, effectivement, où Frédéric, avec son argent, etc., veut réussir dans le monde. Et on va aussi évoquer beaucoup, ça va tourner autour des événements de 48, etc. Et donc, il y a Deslauriers qui a des projets de journal, mais plutôt sérieux. Et à côté de lui, il y a Hussonnet qui, lui, va créer le Flambard. Et le Flambard qui écrit à peu près n'importe quoi sur n'importe qui, et qui fit. Et comme il dit, d'ailleurs, on reprend à peu près les mêmes termes qu'il dit assez souvent, il finit par perdre la notion des choses, s'aveuglant lui-même de ses faibles pétards. Et donc, la conclusion un petit peu de tout ça, c'est que seuls les arrivistes et les médiocres obtiennent le succès. Hein. Donc, il reproche à Hussonnet, et un petit peu comme à tous les tyrans du XIXe siècle, c'est les directeurs de presse qui n'ont pas les compétences pour écrire pour diriger un bon journal, la vénalité, l'absence d'opinion ferme, et il dit du Flambard qui traite de la même encre un volume de vers et une paire de bottes. Hein. Les bottes, il en parle plusieurs fois. Voilà, donc effectivement, là, il a pris beaucoup aussi de notes, notamment aussi dans son carnet de travail. Alors, on cite toujours sa correspondance, mais il y a également une autre source sur Flaubert qui est intéressante à étudier, c'est le carnet de travail. Et là, il a notamment sur l'éducation sentimentale, il a quelques notes sur la presse en général. Alors peut-être on peut enchaîner sur Bouvard et Pécuchet. Oui, parce que je pense que parce que là, c'est encore... Parce que pendant tout le long de sa vie, je pense qu'il a justement lu beaucoup de journaux, et aussi il a rempli des sottisiers en fait de pères de la presse, et c'est ça notamment qui alimentera Bouvard et Pécuchet, notamment dans son projet également d'album de la Marquise. Et donc ça, c'est intéressant parce que c'est pareil, c'est à la fois quelque chose qui critique, mais en même temps qui fait le vivier de sa création. Tout à fait, et dans son sottisier, le mot journal, il y a quelque chose qui le résume bien. Journaux, ne pouvoir s'en passer, mais tenez contre. Hein. Il a tenu compte toute sa vie, mais il n'a pas pu s'en passer. Hein. Il a toujours couru. Comment dirais-je,
dans Bouvard et Pécuchet, effectivement, c'est vrai qu'il a énormément lu et on conserve à la Bibliothèque municipale de Rouen des centaines et des centaines d'articles de journaux découpés, recopiés, qui ont été étudiés par Stéphanie Dors-Collet assez récemment. Et effectivement, l'épiscopie de Chavignol s'intéresse à la presse. Et donc, j'aurais aussi vous lire parce qu'on dit toujours dans son sottisier, dans le dictionnaire des idées reçues, on dit toujours journaux, ne pouvoir s'en passer, mais tenez compte. Mais il y a une petite suite. Il dit autre chose, juste toujours sur journaux, leur importance dans la société moderne, les journaux sérieux, la Revue des Deux Mondes, l'Économiste de leur roi Beaulieu, le Journal des débats. Il faut les laisser traîner sur la table de son salon, mais en ayant soin de les couper avant. Et marquer quelques pages au crayon rouge produit aussi un très bon effet. Lire le matin un article de ces feuilles sérieuses et graves, et le soir en société, amener adroitement la conversation sur le sujet pour briller. Hein, alors, moi, je sais pas, on pourrait discuter sur, parce qu'il n'a pas terminé, Bouvard et Pécuchet, il n'a pas terminé son dictionnaire. Est-ce qu'il parle de lui ou est-ce qu'il parle de la bêtise des autres? Je pense qu'il y en a un peu des deux, mais ça, alors là... Justement, on ne sait pas, puisqu'il n'a pas fini le deuxième volume. Il n'a déjà pas fini le premier volume de Bouvard et Pécuchet, et le deuxième volume devait être de la copie, le dictionnaire des idées reçues. Pas l'album de la Marquise, ça a été finalement abandonné, hein, quand même, après la mort de Ducamp, Duplan, pardon, de Jules Duplan. C'est Jules Duplan qui faisait l'album de la Marquise. Et en fait, on ne sait pas exactement ce qu'il en aurait fait, quand même. Hein, et il voulait que toutes ces phrases, ce soient des phrases dites par... comment dire, l'opinion. Ce sont des phrases dites par l'opinion, et bien souvent, donc, il donne la phrase, mais il ne donne aucun commentaire à côté. Hein. Et souvent, c'est des fois difficile à entendre. Bon, c'est de l'ironie sur lui ou de l'ironie sur les autres, mais par exemple, des phrases, des fois, il met entre parenthèses « voyez ». Donc, il renvoie deux phrases dos à dos, et justement, c'est là qu'explose en général l'ironie ou l'inanité ou l'absurdité des phrases. Donc, c'est compliqué, le dictionnaire des idées reçues, exactement pour savoir quelle est l'opinion de Flaubert, qu'a-t-il voulu dire, qu'a-t-il voulu faire exactement. Hein. En tout cas, il était contre l'autorité des idées reçues, et il était prêt à les pousser jusqu'à l'absurde, pour bien en montrer affirmer tout et son contraire, ça se trouvait partout, et c'était ça le plus terrible, quoi. Surtout dans la presse. Pas seulement dans la presse, parce que la presse est le miroir de toute la société, hein, parce qu'il n'est pas contre la presse, il est contre l'ensemble des discours. Il est contre son siècle, peut-être. Oui. En tout cas, il y a une sorte de mépris. Oui, tous ces discours majoritaires où se développe l'opinion, ça, c'est vrai qu'il est toujours contre les conventions, contre l'hypocrisie ou contre l'ignorance qui apparaît dès que quelqu'un affirme trop, avec une trop grande certitude. Parce qu'il n'y a pas vraiment de contenu spécifique à la bêtise, on peut dire. C'est plutôt cet esprit de certitude qui ne veut pas remettre en question et qui aboutit à du conformisme, au refus de reconnaître les différences. Donc en fait, le lecteur perd un peu tout repère à la fin de ce dictionnaire. Mais c'est ce qui fait peut-être aussi le charme de la lecture de Bouvard et Pécuchet et puis de ce dictionnaire, c'est que ce n'est pas repris et passé au
au moulin de la correction, surcorrection, surcorrection, du gueuloir, etc., etc. Il y a un côté spontané, et on voit bien... Vous préférez un peu cette spontanéité qui manque parfois dans Moi, c'est ce que je préfère infiniment. Hein. Je préfère Bovary-Pécuchet à Madame Bovary. Dans la correspondance, par exemple. Et la correspondance, bien entendu, parce que là, il y va directement. Et c'est quelqu'un qui est très, très, très partagé. Il sait pas trop ce qu'il... Enfin, il a des idées bien claires, il y revient tout le temps, mais par ailleurs, il est politiquement comme... il dit tout et son contraire, parfois. Hein. On pourrait le prendre en contradiction assez souvent, mais notamment entre sa jeunesse et ses aînés un peu plus vieilles, effectivement, c'est ce qui est normal d'ailleurs, hein, et ce qui le rend sympathique. Ce qui le rend sympathique, s'il avait toujours eu une seule pensée, il m'aurait fait peur. Donc on vient de voir donc que Flaubert n'était pas forcément très tendre envers la presse. Et comment la presse lui a rendu? Donc est-ce qu'on peut évoquer maintenant la façon dont la presse de l'époque a rendu compte de ses œuvres et aussi de lui en général, notamment pour peut-être la première, peut-être avant le procès, enfin avant le procès et peut-être après, c'est peut-être complètement différent. Bon, justement, alors, effectivement, avant le procès, il est toujours critique sur les critiques, sur la façon, il s'estime maltraité par la presse. En 57, par exemple, donc, après la publication de Madame Bovary, il écrit à son ami Jules Duplan, « Je n'ai pas encore trouvé un article qui me gratte un endroit sensible, c'est-à-dire qui me loue sur les côtés que je trouve louables et qui me blâme sur ceux que je sais défectueux. » Hein, il se dit indifférent à la critique, mais il ne faut pas le croire, parce que même celle de la Revue des Deux Mondes, il s'étonne, par exemple, qu'il y ait 2 articles de la Revue des Deux Mondes sur Madame Bovary, il se demande pourquoi, mais en fait, il n'est pas indifférent du tout, parce qu'il essaie de tout lire, il a un pressbook, il collectionne tout. Bien sûr, il soigne aussi son service de presse quand il envoie ses livres, il fait des mots gentils à Sainte-Beuve, à tout ça, à tous ceux qui peuvent en parler de lui. Il remercie les journalistes qui écrivent sur lui, etc. Il demande à ses éditeurs, à ses amis de leur copier ou de découper ou leur envoyer les journaux et tout ça qui parlent de lui. Donc, finalement, je trouve qu'il est assez... Alors, bien sûr, il y a des critiques terribles parfois. J'en ai noté une de Théophile Sylvestre, qui était un critique d'art qui avait la dent dure, qui dénonce en 62 dans les romans de Flaubert le pédantisme classique et la truanderie romantique. Bon, c'est vrai qu'on avait parfois la dent dure dans les journaux. Il suffirait aussi un peu plus tard de lire Octave Mirbeau pour voir la violence qu'on ne connaîtrait plus aujourd'hui. Hein, sur le plan critique, Salammbô, ça a été une affaire publique. Alors, Salammbô, il y a eu plus de 24 articles sur Salammbô. Donc, il a, alors bien sûr, pas tous, il y en avait des pour, des favorables, des contre, mais effectivement, il a eu quand même, il a été traité, et je ne sais pas qu'est-ce qu'il disait, peu importe qu'on en parle en bien ou en mal, mais l'important c'est qu'on parle de moi. Ben, je pense qu'il était aussi, alors bien sûr, il tenait contre ces critiques qu'il trouvait déplacées. Je pense que Joël peut compléter certainement. Mais c'était un succès public. Mais il a eu un certain succès de reconnaissance. Oui, ce qu'il n'aimait pas dans la critique, c'était qu'elle ne s'occupait pas de l'œuvre, mais qu'elle s'occupait de choses à côté. Par exemple, c'était une critique historique ou bien une critique biographique, mais pas une critique de l'œuvre en soi. Et donc ça, il est très moderne sur le plan de la critique, Flaubert, parce que justement, il a tout à fait raison, la critique était parlait à côté de l'œuvre, Sainte-Beuve parlait de l'auteur, de l'œuvre, tandis que Flaubert, il aurait voulu qu'on s'intéresse à ce qui faisait l'originalité de Madame Bovary, et justement pourquoi on la lit toujours actuellement, et ça, il ne le voyait pas, les critiques, à l'époque. Et donc, au moment du procès, donc, quelle est la position de la majorité de la presse donc, par rapport? Est-ce qu'il y a des
des journaux qui s'engagent derrière lui pour soutenir justement le livre. Comment ça se passe, hein? Alors, On pourra peut-être, pour rappel, on parle d'outrage à la morale publique et religieuse et aux Oui. bonnes mœurs. oui, Voilà. oui. Alors, franchement, là, je ne sais pas exactement ce que la presse dit à ce moment-là. Parce que c'est vrai que Flaubert paraît d'abord donc dans la Revue de Paris pendant... Madame Bovary, plutôt. Oui, Madame Bovary. Oui. Madame Bovary paraît dans la Revue de Paris à la fin, entre octobre et décembre 56, et elle paraît en feuilleton, en 6 feuilletons, et Ducamp a déjà fait une première censure. Il a censuré déjà au moins 70 passages qui ne lui semblent pas aller dans le roman. Flaubert l'accepte. Non, pas du tout. Flaubert refuse, il écrit même à une lettre, et derrière la lettre qu'on a, il met gigantesque quand Maxime demande ces coupures. Et actuellement, d'ailleurs, on ne les comprend pas très bien, ces coupures, parce que c'est devenu très banal. Mais par exemple, couper que Charles ronfle la nuit, ben voilà, ça ne se disait pas, ça ne s'écrivait pas à ce moment-là, parce qu'on n'écrivait pas à la trivialité, quoi. Bon, et nous, maintenant, ça ne nous dérange pas du tout, hein, mais voilà, bon, donc ça, c'était juste un exemple. Mais autrement, donc il fait ces suppressions, Flaubert arrive à les rétablir, donc ils s'entendent, mais arrivé en décembre, donc ils sont dans la 3e partie de Madame Bovary, et là, la Revue de Paris décide que le fiacre, c'est impossible, la conversation, enfin, le curé bournisien et Homais trinquant devant le cadavre de Madame Bovary, ce n'était pas possible. Donc il supprime 3 passages, et Flaubert est tellement furieux qu'il exige qu'on mette que ce ne sont que des fragments et ce n'est pas l'œuvre qu'il a écrite. Donc, mais en écrivant qu'ils ont censuré, qu'ils ont été obligés de couper, ils attirent le regard de la censure. Et du coup, le procureur général va voir ce roman, qui est censuré déjà par la Revue de Paris, qui est déjà pas en bonne position devant le pouvoir, hein, puisqu'elle sera quand même censurée 1 an après et supprimée, hein, pour raisons politiques. Donc la Revue de Paris est sulfureuse un peu. Et donc là, le procureur Pinard décide de la mettre devant la justice pour atteinte aux bonnes mœurs, à la morale publique et religieuse, offense aux bonnes mœurs, à la morale publique et religieuse. Voilà, donc ça c'est fin janvier. Et donc Flaubert va s'en défendre en demandant à Senard d'être l'avocat, et il va faire un mémoire un peu qui va être finalement interdit, et le procès aura lieu le 29 janvier 1857 devant la 6e chambre du tribunal correctionnel, et Senard, alors là, c'est assez étonnant pour Flaubert, mais il va le défendre en établissant la moralité d'un fils de bonne famille dont il a connu le père, voilà, et il va retourner l'accusation en plaidant la moralité par le contre-exemple. Voilà. Ce que les journalistes, notamment, reprochaient à Madame Bovary, c'était qu'il n'y avait pas de personnage sympathique dans le roman. C'est notamment des articles de la Gazette de Paris. Bon, le Figaro dit que c'est Madame Bovary qui est la plus sympathique, mais c'est bon. Et puis le roman est aussi descendu un peu par un des ennemis jurés de Flaubert, c'est Bulloz, enfin la Revue des Deux Mondes. Mais effectivement, il y a eu bien d'autres articles. Mais ça, c'est un jugement de l'œuvre, mais c'est pas un jugement du procès, enfin le procès de après, la décision. Effectivement, il était commenté, puis surtout en parallèle avec celui de Baudelaire. Enfin, Oui, c'est ça. Oui. Comment on le connaît?
Comment le connaît-on aujourd'hui, le procès? Oui, alors Flaubert a fait prendre en sténographie tous les moments du procès. Et donc, il les a gardés lui-même et il les a publiés à la suite du roman de Madame Bovary, quand il a réédité son œuvre en 1876. Donc, les minutes du procès font partie des annexes du livre, et ce sont des notes prises par Flaubert. C'était important pour lui, justement, c'était une Oui, revanche, oui. je veux dire un gros mot. Mais... Ben, c'était important parce que pour lui, jamais l'art n'aurait dû être passé en justice. Hein. Et où il n'est pas content, c'est d'avoir eu un succès de scandale et non pas un succès artistique, d'abord. Hein. Donc, oui. Si le sujet vous intéresse, Yvan Leclerc vient de faire paraître, il y a quelques semaines, dans un classique Garnier, un livre sur la littérature en procès, où il décrit, il parle menu, Madame Bovary, les procès de Baudelaire et d'autres procès de la même période. Il y en a eu 3 la même année, 57, un procès contre les fleurs du mal de Baudelaire et un procès contre Eugène Sue aussi. Et c'est ce même procureur Pinard. Les Goncourt. Les Goncourt aussi. Oui, il y en a eu. Oui, bon, peut-être. On peut poser une petite question? Je voudrais revenir au courroux, à l'objet de la conférence, on y est en plein, mais à l'objet du courroux de Flaubert contre la presse, et comprendre un peu, revenir à ses raisons. Et visiblement, il n'était pas le seul, puisque, visiblement, comment il s'appelle, il y avait d'autres personnes très opposées, et notamment Balzac, qui dans la monographie contre la presse parisienne disait ceci. Donc l'aîné de Flaubert, si la presse n'existait pas, il faudrait ne pas l'inventer. Donc visiblement, ils sont quand même plusieurs à penser, à dénigrer la presse, et ce n'est pas M. Delubac qui m'a initié aux libertés publiques il y a bientôt un quart de siècle, et je m'en souviendrai toute ma vie, cette presse qui participe quand même aux libertés publiques dans notre société. Finalement, pourquoi ce courroux? Pourquoi autant de haine vis-à-vis d'une presse? Alors, sans vouloir faire de la politique comparée, on a vu qu'aujourd'hui, la presse aussi, elle continue de solliciter des avis très, très contrastés de la part de ceux qui ont le pouvoir ou qui souhaiteraient l'exercer, etc. Pourquoi tant de haine vis-à-vis de la presse et de Flaubert et des auteurs que je citais? Je pense que Flaubert et d'autres du même acabit, c'est-à-dire qui placent la littérature assez haut, étaient complètement dégoûtés de tout ce qu'ils pouvaient voir sur l'arrivisme de certains directeurs de presse, et où on faisait n'importe quoi, des ragots, des fake news, avant la lettre un petit peu, et pour s'enrichir assez facilement en exploitant les côtés les plus négatifs de leurs lecteurs. Hein. Et ça continue aujourd'hui, comme du temps au XIXe siècle, où la presse avait un développement économique assez important, puisqu'il n'y avait pas d'autres médias à côté. Donc c'était quand même, si on veut se tenir au courant, c'était par la presse. Et je pense que le côté vénalité a joué qui était parfois exagéré. Moi, pour sortir un peu de la période de Flaubert, je suis étonné. J'ai eu dans ma famille, enfin dans la famille de mon épouse, quelqu'un qui aurait été le premier journaliste économique qui n'était pas vendu à la bourse. Et ben, c'était en 1835, dans Ce Soir, avec c'est Yves Courrière dans la comment dirais-je, biographie de Pierre Lazareff, qui dit que Louis-Antoine John était le premier journaliste qui n'était pas vendu, un petit peu comme on vend aujourd'hui les articles pour la pommade, pour L'Oréal, etc. etc. Vous voyez. Mais donc, c'était quand même... la presse a
a mis beaucoup de temps aussi à se faire, pas une virginité, mais à se faire un peu plus respecter sur le plan déontologique. Oui, mais ce n'était pas la même presse qu'au XXe siècle, hein, la presse du XIXe. Les journaux sont petits, ils ont beaucoup justement de ragots, de faits divers. C'est pas la même presse quand même, hein, à cette époque. Oui, je crois qu'effectivement, en parlant de déontologie, c'est vrai, je crois qu'à l'époque, la presse était beaucoup critiquée parce qu'elle était aussi beaucoup critiquable, tout simplement, parce que le métier était en fait en mode de création. Effectivement, il y avait beaucoup de gens qui souhaitaient arriver grâce à cette presse-là, qui était ou apprenti écrivain ou apprenti homme politique. Il faudra attendre quasiment plus d'un siècle. Donc la création de la commission de la carte, qui en fait permet en fait d'encadrer le métier, le statut du métier de journaliste, c'est 1936, je crois. Donc il faut attendre 40. quand même la création de la commission. Donc ça veut dire qu'il faut attendre quand même plus d'un siècle, enfin un siècle pour qu'effectivement la profession s'organise. Donc le syndicat national des journalistes SNJ, c'est pareil, c'est 1918, je crois. Donc ça veut dire que c'est vraiment un métier qui est encore en pleine création, je veux dire, qui rassemble des gens d'univers différents et qui ont comme point commun de vouloir vraiment arriver au pouvoir. Donc c'est vrai que je pense qu'elle a aussi beaucoup de choses à se faire pardonner. J'ai une petite question également. Est-ce qu'il n'y aurait pas chez Flaubert une légère jalousie envers le succès du feuilleton, qui a peuplé quand même la presse au XIXe siècle et qui fonctionnait bien d'ailleurs dans beaucoup de revues à l'époque, et que Flaubert avait un besoin d'exister en s'opposant? J'ai pas entendu Je disais, Est-ce qu'il est jaloux du feuilleton? oui, est-ce que Flaubert a un peu une forme de jalousie? Alors, sur la fin de sa vie, il était plus favorable éventuellement à ce qu'on passe des choses en feuilleton. Il avait promis donc pour un nouveau journal qui s'appelle L'Artiste, et il avait promis donc qu'on puisse passer en feuilleton Bouvard et Pécuchet, mais c'était en 79, c'était juste avant sa mort. Et effectivement, Bouvard et Pécuchet est passé en feuilleton dans L'Artiste, hein, l'Artiste qui est la suite de La Rue de Paris. Hein. Et il avait aussi accepté qu'on passe toujours dans L'Artiste, hein, dont il avait connaissait des amis autres que Théophile Gautier notamment, des extraits de La Tentation de Saint-Antoine. Il a admis qu'on fasse également un passage, qu'on publie un passage sur les alignements de Carnac, c'est-à-dire extrait de Par les champs et les grèves. Et vous voyez, ça c'est sur la fin de sa vie un petit peu. Et je pense qu'en plus c'était une sorte de voie naturelle en fait de la plupart des écrivains de passer par le feuilleton. Enfin que c'était quand même, c'était pas exceptionnel du tout. Donc je pense que même lui avait conscience que c'était une façon naturelle, enfin normale d'essayer d'être ensuite édité en livre. Madame Bovary aussi est parue en feuilleton. Hein. Aussi. Mais ça, on l'a pas abordé, mais dans l'éducation sentimentale, il aborde clairement des journaux fictifs, des projets de journaux. Qu'est-ce qu'on peut en dire? L'art industriel, parce que là, il en fait un tableau. L'art industriel, c'est l'art. Hein, c'est changer de titre, et effectivement, c'était quelque chose d'ambitieux, mais qui ne marche pas. Hein, qui ne marche pas, trop ambitieux certainement, alors que Le Flambard à côté a un succès. Et effectivement, bon, c'est une opposition assez facile. Hein. Bon, je me suis remis parce que l'éducation sentimentale, pour le lire d'une traite, j'ai essayé de le relire ces derniers jours, mais c'est effectivement, puis c'est un peu compliqué parce que tout ça est mélangé avec les affaires de cœur de Frédéric, et c'est parfois Parce que c'est là, pas le livre qui plaisait le plus à Bouillet ou à d'autres, l'éducation sentimentale. Il aurait pu raccourcir certains passages, parce que, enfin, ça c'est, je ne vais pas me mettre à critiquer Flaubert de ce côté-là, j'en suis bien incapable, mais c'est parfois un peu long à lire certaines choses. Alors Bouillet, c'est son ami, il l'a défendu après sa mort. Est-ce qu'il a utilisé la presse à ce propos? Alors on sait qu'il s'était opposé à la mairie de Rouen pour que on le reconnaisse. Oui, alors bon, il a essayé de placer
il s'est bien battu hein, pour à la fois placer des articles, des poèmes de Bouillet, voire même ses pièces de théâtre. Il s'est vraiment démené de ce côté-là. Et quand il a écrit la lettre à la municipalité de Rouen, son ami Charles Lapierre du Nouvelliste n'a pas osé la publier intégralement. Ça a été publié dans le temps, mais quand même Charles Lapierre s'est rattrapé parce qu'il l'a imprimé. Il l'a imprimé après, mais pas dans le Nouvelliste, qui était le journal, qui était un journal plus proche du pouvoir, plus conservateur que le journal de Rouen. Et il restait ami avec Lapierre jusqu'à la fin de ses jours, mais tout en peut-être ne discutant pas trop le contenu du Nouvelliste qui lui sortait par les yeux. Même. Juste pour rebondir sur la question, c'est vrai que tu l'as abordé un peu tout à l'heure, mais c'est vrai que Flaubert, c'est un homme plein de paradoxes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours le croire sur parole dans ses écrits, et parfois il dit de tout et un peu son contraire. Donc il y a aussi cet aspect-là et on retrouve un peu ça dans son amour-haine des journaux, où effectivement il a un rapport un peu conflictuel avec eux, mais en même temps il en tire beaucoup de choses. Est un esprit critique, et donc y compris à l'égard de lui. Et par conséquent, les paradoxes, les contradictions, moi je les prends jamais comme des éléments négatifs. C'est véritablement sa recherche de la vérité. Il est toujours prêt à entendre des choses. Pour revenir sur la presse un instant, il y a les journalistes et la presse, à cette époque comme aujourd'hui, et les gens qui créent quelque chose, qui veulent créer, qui veulent construire, qui ont un projet, ils sont dans deux univers, et deux univers par définition incompatibles. Je suis bien placé pour en parler. Plus d'une fois, j'ai eu envie de râler contre la presse, ce que j'ai jamais fait, je veux dire, à l'égard de la presse. Mais pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, on cherche à construire quelque chose. Je parle de mon cas, on cherche un projet à porter, je veux dire, devant le public, et on n'aime pas que la presse ou le journaliste regarde un aspect qui nous semble un aspect secondaire. Et Flaubert est sur le même type de problématique. Il a une vision, il a une construction du monde, il sait ce qu'il veut, il porte un projet qu'on peut critiquer dans les dimensions du projet. Il est le premier critique de la phrase qu'il construit. Les brouillons de Flaubert, c'est des chefs-d'œuvre, parce que tout est remis en cause. C'est vraiment un esprit critique de ce point de vue-là. Mais pour lui, c'est pas négatif. Mais c'est jamais de ça dont la presse parle. Et la presse est libre de parler de ce dont elle veut. Et c'est là qu'il y a un antagonisme absolu entre des gens qui ont envie de porter quelque chose, de l'art, d'une vision politique, une vision économique, et la presse qui regarde ce qu'elle veut. Et c'est aussi légitime. Et donc, c'est deux volontés aussi légitimes l'une que l'autre, et sur deux routes qui ne se rencontrent un peu jamais. Mais je ne pense pas qu'il faut voir les choses de façon négative. Je veux dire, la meilleure façon de conclure sur le sujet de la presse, à un moment donné, je ne dis pas ça pour conclure, mais c'est que partout où elle n'existe pas et partout où elle n'est pas libre, on est dans la catastrophe, la tyrannie. Et de ce point de vue-là, quels que soient les reproches qu'on puisse faire, et Flaubert, je suis sûr, ne dirait pas la phrase que tu as citée, je sais plus de qui, si elle n'existait pas, il ne faudrait pas l'inventer. Flaubert, je pense qu'il dirait, si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer. Je veux dire, c'est vital, la presse, même si c'est profondément énervant pour ceux qui portent quelque chose, quel que soit ce qu'ils portent, et là je juge absolument personne, c'est profondément énervant pour ceux qui portent quelque chose et qui trouvent que le point critique, alors il y en a qui n'aiment pas du tout qu'on les critique du tout.
Moi, j'ai jamais vu les choses comme cela, mais des fois, je me disais que la critique aurait pu être plus intéressante sur tel ou tel autre aspect. Et l'autre remarque, juste dans les contradictions et les paradoxes, pour moi, c'est pas du tout une contradiction d'être à Croisset et à Paris. Et il vient pas à Paris n'importe quand. On est dans une méthode de travail, car à la fois il critique tout sur son siècle, mais en même temps, il est profondément attaché à son siècle. Ce dont il parle, et c'est ça qui l'intéresse, et s'il vient à Paris, c'est pour observer aussi, y compris dans les endroits qu'il va critiquer ensuite, notamment, je veux dire, toutes les mondanités. Alors, il a 3 mois de mondanité, 3 mois où il accepte de voir les uns les autres, d'aller au fond à ce qu'il n'aime, peut-être n'aime pas, mais il y a 9 mois dans l'année où il est dans une vie monastique. Et là, il s'y tient, et il s'y tient fermement, envers et contre tout, envers, y compris, je veux dire, des personnes qu'il aime. Je veux dire, il est dans un choix de vie, dans un projet de vie. Mais Flaubert est d'abord un esprit critique de tout et de lui-même. C'est exactement comme toi. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas à opposer. D'ailleurs, je pensais que s'il avait connu on oppose quand il est un petit peu dans sa tranquillité à Canteleu, Cantilienne, et quand il est à Paris, où il a une vie un petit peu, il va encore plus au théâtre qu'à Rouen, etc. S'il avait connu nos réseaux sociaux, nos moyens modernes aujourd'hui, je pense qu'il serait resté aussi beaucoup à Canteleu, mais il aurait correspondu avec le monde entier tout le temps, hein, parce que c'était quelqu'un qui a besoin... sauf le temps de son écriture. Hein. Le temps d'écriture, c'est différent. Là, il se met dans... Mais c'est quelqu'un qui était très social. Il avait quand même sa correspondance. Faire presque une dizaine de lettres par jour parfois, ça montre quand même quelqu'un qui compte beaucoup sur les autres, qui partage, etc. Oui, quand on dit ermite, c'est un cliché. C'est en grande partie un cliché. Non, pas vraiment. Non. Pas vraiment. C'est un choix de vie. Quand même, il renonce il renonce à une maison, il renonce à un foyer, à se marier, à avoir des enfants. Il renonce à tout ça pour l'écriture. Donc c'est quand même difficile, hein, comme choix de vie. Oui, c'est un vrai choix. Oui, c'est un vrai choix. Donc l'ermite de Croisset, ça existe vraiment. Mais en même temps, c'est ce que disait Yvon, quand il va à Paris, il regarde le monde. Et justement, le monde l'intéresse. Il voulait écrire un roman sur Napoléon III. Il l'aurait appelé Sous l'Empire. Mais il est mort avant. Il a choisi Bouvard-Pécuchet, mais après Bouvard-Pécuchet, il aurait peut-être fait ça. Hein. Monsieur. En écoutant avec intérêt les interventions de Madame Robert et de Monsieur Pessiot sur la position de Flaubert sur les journalistes et sur les directeurs de presse, je pensais à la position d'un très grand écrivain du XXe siècle qui a été directeur de presse et qui a été journaliste. Je veux parler d'Albert Camus. Albert Camus a écrit « Le journalisme est une école où l'on apprend à écrire vite et bien. » Donc, tout n'est pas négatif dans la presse. Bien sûr. Oui, Camus est un journaliste de combat, hein, aussi. Voilà, C'est ce que pensait exactement Zola. Hein. Il disait si c'était à donner à la besogne quotidienne, comme entre guillemets, Zola disait la besogne quotidienne permet d'écrire plus rapidement et plus profondément peut-être. Voilà. Mais bon, il a beaucoup écrit. Flaubert était aussi... Mais Flaubert a considéré que la presse avait tué Gautier, parce que Théophile Gautier était obligé d'écrire sur le plan pour faire vivre sa famille, et il était tout le temps harassé de feuilletons à écrire, et il a pensé que ça l'avait tué, quoi. Et Maupassant ? Maupassant. Alors Maupassant écrit beaucoup après la mort de Flaubert. Hein.
Mais Maupassant, c'est vrai qu'entre les chroniques et les contes et nouvelles, c'est très semblable, hein, beaucoup. Et Maupassant est très très heureux quand même dans la presse, hein, d'exprimer son avis, d'exprimer les contes. Et ça lui a permis de quitter le ministère de la Marine et de l'Instruction publique, où il était vraiment enfin, pour lui, exploité, hein, complètement. Voilà, et se mettre à écrire a été une libération, tout à fait, pour lui. Pardon? Oui, oui. Parfaitement le milieu aussi, hein, Maupassant. Ouais. Il a aussi un rapport, Flaubert, avec son ami Tourguenieff. Et là, on revient sur le fait, le rapport. On n'en a pas tellement parlé. S'il n'a pas été aussi journaliste, c'est parce qu'il ne voulait pas avoir quelqu'un au-dessus de lui. Hein. Il n'aimait pas trop ces rapports. Et donc, il reproche à Tourguenieff d'avoir accepté des corrections par Bulot, justement, dans la Revue des Deux Mondes. Alors, une petite dernière. Il aura... Alors donc, ce que dit Flaubert, il aurait dû jeter son manuscrit tu aurais dû jeter ton manuscrit au nez de Bulose avec une paire de gifles et ensuite un crachat comme dessert. Ça, c'est du Flaubert. Oui, après. Oui. Madame Robert a abordé le sujet tout à l'heure, mais rapidement, qu'est-ce qui différenciait la presse de l'époque de Flaubert de la presse d'aujourd'hui? Je veux parler de ses contenus. Et j'ai eu l'impression que c'était beaucoup plus littéraire. Enfin, on y diffusait des feuilletons, des poèmes, etc. Mais est-ce qu'il y avait de l'information ou est-ce qu'il n'y avait pas d'information? Est-ce que ce n'était vraiment que des ragots? Il y avait un journal qui s'appelait L'Économiste. On peut penser qu'il traitait d'économie. Enfin, quelle était vraiment la différence entre la presse de cette époque et la presse d'aujourd'hui? Mais moi, j'ai été très étonnée quand j'ai été à la BNF lire, mais maintenant on peut les lire sur Internet, hein, on peut les voir, mais vous verrez le journal des débats ou les autres journaux, il y a 4 pages et il y a beaucoup de faits divers, énormément. Voilà. Donc c'est vraiment, la presse a quand même évolué et changé, et beaucoup, elle a pris de l'épaisseur quand même énormément par rapport. Yeah. C'est des feuilles de 4 pages, il y en a partout. Oui, l'explosion de la presse, en fait, c'est plutôt à la fin du siècle. Oui, mais même tout au long du 19e siècle. Oui, oui. Il y a des journaux qui ne s'écrivent qu'à Rouen, qu'au Havre, qu'à Dieppe, etc. Oui, tout à fait. C'est là où aujourd'hui on a des grands journaux qui peuvent avoir des dossiers spécialisés sur toute une série d'aspects et avoir des correspondances locales. Tandis que là, il y a 4 pages à Dieppe, 4 pages, il y a des nouvelles dieppoises, des nouvelles rouennaises, des nouvelles havraises, et tout petit village a son... Mais en tout cas, au sein des rédactions, en tout cas à l'époque des journaux nationaux, c'était essentiellement des journalistes qui étaient soit politiques, soit des journalistes politiques, soit culturels, en fait. Il y avait une rubrique culture quand même qui était très importante, Oui. notamment par rapport à aujourd'hui. Et c'était d'abord aussi ce public-là que visaient les journaux. Donc il n'y avait pas des journalistes économiques ou des journalistes... Il y a une information culturelle dans la presse, fondamentalement, y compris de simplement avertir, commenter, critiquer tous les spectacles, et notamment les spectacles théâtraux. Il faut se situer sans cinéma, sans télévision, sans... Oui. Il y a beaucoup de culture. Enfin, il y a sur la une, dans le bas, il y a un feuilleton à chaque fois qui est littéraire ou dramatique. Hein, mais les nouvelles même sont assez étonnantes. Enfin, au moins au début de la presse. Quoi, hein, oui, enfin, en tout cas, l'activité locale est essentiellement des faits divers. Des faits divers, oui, vraiment. Des faits divers, c'est le règne des faits divers. Hein. Ouais. D'autres observations? Vous voulez conclure par... Concluez. Oui.
même, il y en a très très peu. La presse vraiment libre, il y a moins de 10 pays dans le monde. Même la France, c'est pas si simple. On va dire ça comme cela. Et quand on regarde alors la Russie, et la Chine et autres, on est dans, il y a aucune, enfin, on voit bien que c'est des pays où il n'y a pas de presse et donc il n'y a aucune liberté. Mais il faut lire. Je pense qu'en conclusion, je pense qu'il faut lire Flaubert toujours. Il est toujours d'une grande actualité. Et c'est un maître aussi à écrire. C'est sûr que même s'il n'a pas toujours respecté, il n'a pas pu ce qu'il disait, mais il est moderne. Il annonçait quand même ce qui allait se passer, parce qu'effectivement, je pense que la presse a franchi des étapes, comme tu le rappelais, Thierry, dans la déontologie, dans la façon aussi de découper un journal, le rubriquer, même en lisant ce qu'il considérait comme les journaux les plus sages de son temps ou les plus importants, comme la Revue des Deux Mondes ou le Journal des débats, où on est étonné effectivement parfois pas de la médiocrité, mais le fait qu'on passe du coq à l'âne sans titre. Sans rien. Enfin, c'est assez curieux là, comment la forme des journaux. Sur les nouvelles, l'actualité, justement. Alors, on parlait des réseaux, tout ça, mais comment faisait-il lui-même? Parce qu'il s'y intéressait. L'actualité quotidienne. Il lisait le journal de Rouen, il lisait d'autres revues, il était tenu au courant. Mais il n'aimait pas justement trop s'intéresser à l'actualité. Enfin, moi, je dirais ça. Parce que Louis Collet lui écrit et il lui répond oui, tu voudrais que tous les matins, je lise le journal en beurrant ma tartine de beurre. Mais ça, c'est justement ce que je ne veux pas faire. Oui. 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 On est frappé quand on lit des récits historiques de ces épisodes, de ce qui est découvert 8 jours après, 10 jours après, 15 jours après même. Oui, il n'y a pas le même rapport au temps. L'actualité, c'est un autre concept. Mais merci beaucoup. En tout cas, on vous remercie encore de vous être déplacé. Et donc, on vous donne rendez-vous, donc Fabien et moi, donc les 30 novembre et 13 janvier prochain pour les 2 autres conférences. Merci beaucoup.